On passe directement à la troisième table ronde de la journée, sous la thématique les compétences en start-up. Je vous avais dit qu'on avait parlé de compétences cet après-midi. Se former, recruter, s'associer, le tout à l'interrogatif. On va découvrir ça avec Robert Marino, Sonia Adam Ledunois, Joanne Canan, Vincent Simoneau et David Bougeot. Je vous invite à vous diriger vers le pupitre, récupérer un micro et prendre place sur la scène. Je vous en prie, installez-vous. Vous avez 30 minutes pour nous parler de cette belle thématique. À tout de suite. Merci beaucoup. On va encore les applaudir. Bonjour à tous, bon après-midi. Je suis très heureux de pouvoir animer cette table ronde. Je suis Robert Marino. Avant de lancer la table ronde, je propose que nos intervenants se présentent chacun en quelques mots. Vincent ? Oui, bonjour à tous, Vincent Simoneau. Donc, je suis le CEO de Energo, qui est une start-up qui a un peu plus de 4 ans maintenant, qui a commencé à Chimie Paris et qui est active dans la transformation des gaz, donc de la chimie un petit peu améliorée. Sonia ? Bonjour à tous, Sonia dans le Nuage, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine, directrice du Master Entrepreneuriat et de la Maison de l'Entrepreneuriat de Dauphine. Joanne ? Bonjour à tous, Joanne Canan, je suis la CEO et cofondatrice d'Omini et on crée une nouvelle génération de tests sanguins portables pour suivre les maladies chroniques au domicile du patient. Et David, que tout le monde connaît, mais quand même. Bonjour, David Bougeot, je suis directeur adjoint de l'équipe Deep Tech chez BPI France, ce que vous connaissez probablement. Donc, le but dans cette table ronde, c'est de parler compétences. Et en la préparant, on a décidé d'essayer de penser les compétences au cours du temps. Parce que on n'a jamais besoin des mêmes compétences au début ou lorsque la société va grossir. Donc, on va commencer par parler anté-création. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freins. Souvent, les gens se disent « non, je ne sais pas tout faire, je ne vais pas réussir à y aller ». Et j'aimerais commencer par vous, Joanne, justement. Quand vous vous êtes lancée, vous étiez 2 chercheuses. Est-ce que quand vous avez fait le point sur le projet, vous aviez identifié des freins ou des compétences qui vous manquaient, ou du fait que vous ayez 2 profils scientifiques, vous vous êtes dit non, on n'est pas assez complémentaires. Comment ça s'est passé, cette espèce de bilan de compétences en création? Au fait, nous, Omini est né au sein d'un programme d'entrepreneuriat qui s'appelle Entrepreneur First. Et effectivement, le fait qu'on soit toutes les 2 d'un profil scientifique n'était pas problématique tant qu'on était prête à se partager toutes les tâches qui étaient nécessaires pour faire avancer l'entreprise. Et donc, il y a la science, on a une technologie deep tech à faire avancer, et il y avait aussi l'aspect business, stratégie, levée de fonds. Et moi, j'étais prête à porter cette casquette et à l'apprendre. Et c'est ce qui a permis pour nous de se dire, bon, on se lance et on va pouvoir couvrir les 2 côtés. Après, il fallait aussi la lucidité de se dire, le moment où on n'arrive pas à monter en compétence sur tous les angles nécessaires pour faire avancer l'entreprise, il faut tout de suite aller chercher de l'aide. Et ça se fait par le recrutement, mais aussi par l'accompagnement externe. Et voilà, donc oui, il faut pouvoir identifier, avoir l'humilité de dire, je sais faire, je ne sais pas faire, et qu'est-ce qui est nécessaire. Et le besoin évolue avec l'évolution de l'entreprise. Merci, c'est une bonne entrée en matière. Alors justement, Sonia, pour rebondir sur ce que vient de dire Joanne, en plus de toutes les formations initiales dispensées à PSL qui sont nombreuses et riches, est-ce que vous avez mis en place des programmes d'accompagnement pour aider les scientifiques justement à développer leur start-up, à pouvoir mieux se lancer, à mieux comprendre ce dont ils vont avoir besoin pour se lancer? Alors, sur l'écosystème PSL, il y a pas mal de choses qui sont proposées effectivement en termes d'accompagnement dès le début du cursus d'études, avec tout ce qui est programme Pépite, qui est quand même le noyau dur, je dirais, de l'accompagnement. Et après, pour venir suppléer tout ce qui est lié à cette problématique de compétences, on a aussi dans nos formations pas mal de partenariats entre étudiants et entrepreneurs pour venir d'un côté faire une étude de marché dans le cadre d'une innovation pédagogique pour un entrepreneur, Challenge BP. Donc on a pas mal de collaborations entre formation et entrepreneurs qui permettent de combler les gaps qu'on peut retrouver à certains moments du cycle de vie de l'entreprise. Et comment est-ce que vous faites, c'est très intéressant, le choix des étudiants qui vont rencontrer les entrepreneurs? Est-ce que c'est sur la base d'un projet, des étudiants sont pris d'intérêt et disent « j'aimerais pouvoir l'accompagner ». Est-ce qu'il faut parfois les forcer un peu? Enfin, comment ça marche?
On les force un tout petit peu dans le sens où, en général, on intègre ça directement dans les maquettes de formation. On a pas mal de masters en finance, en entrepreneuriat, évidemment, en marketing, où carrément, ça fait partie du cursus de formation de l'étudiant. Et ce sont vraiment des actions qui sont évaluées et qui peuvent s'inscrire alors soit sur un temps très précis en format hackathon. Ça va être le cas, par exemple, pour certains challenges qui sont mis en place pour structurer tout ce qui est pilotage financier, tableau de bord de la start-up quand elle commence à grossir, ou sur le challenge business plan en master entrepreneuriat. Là, typiquement, ils bossent 2 mois à temps plein aux côtés d'entrepreneurs et c'est vraiment accompagné pendant 2 mois par des experts avec à la fin un business plan qui est remis à l'entrepreneur et c'est évalué. Et si vous deviez donner un conseil aux entrepreneurs qui aimeraient bénéficier de cet accompagnement, comment est-ce qu'on se prépare au mieux pour réussir à travailler avec des groupes d'étudiants et être sûr que, parce que 2 mois c'est à la fois long mais très court, qu'on ne perd pas de temps et que ça se passe bien? Il y a un premier conseil déjà, c'est effectivement de ne pas louper la date de candidature parce que après on fait des déçus, évidemment. Et puis de bien exprimer le besoin, de bien nous dire à chaque fois là où on en est en termes de maturité, là où on va avoir un besoin d'appui de la part des étudiants pour que nous, d'emblée, on sache bien là où on doit aller, à quel moment l'entrepreneur en est dans sa réflexion. C'est vraiment central. Merci. Alors, Joanne, j'aimerais revenir sur une chose que vous avez dite, c'était que lorsque vous vous êtes lancé et que vous étiez dans Entrepreneur First, au moment de se répartir les tâches, il était évident entre vous que vous prendriez la direction du business. C'est quelque chose qui parfois est assez compliqué, en fait, surtout quand on a 2 profils scientifiques. Les gens, déjà, il n'y a pas une vraie définition de ce qu'est le business. Enfin, tout le monde utilise le même mot pour mettre beaucoup de choses. Comment est-ce que vous avez une méthode à partager, un truc qui marche pour justement, entre associés au début, lister qui fait quoi et être sûr que ça va bien se passer? Au fait, effectivement, le business n'a pas une seule définition. Elle est très dépendante aussi de la typologie de l'entreprise et de son stade d'évolution. Nous, ce qui nous avait aidé à l'époque, c'était qu'au sein du programme, il y avait plein de modules de formation qui nous aidaient à monter en compétences. Et l'une d'elles, par rapport au partage des tâches entre associés, il y avait toute une série d'éléments critiques qu'il fallait faire dans l'entreprise, allant du business plan, parler aux investisseurs, développer la technologie, etc. Plein d'autres catégories. Donc il y avait ces éléments-là et il fallait vu que le modèle du programme était des associations à 2 partenaires, il fallait pouvoir créer des cercles au fait dans lesquels on va venir mettre Joanne, elle va faire ça, Anna, elle va faire ça, et voir s'il y a des éléments qui n'étaient classés ni dans l'un ni dans l'autre ou qui overlappaient au milieu. Si elle overlappait, c'est que toutes les 2, on était en mesure de les faire et il fallait choisir qui les fait ou qui prend le lead dessus pour ne pas avoir 2 décideurs constamment, ce qui ralentit l'entreprise. Et s'il y avait des choses qu'aucune de nous ne voulait ou ne pouvait faire, comment on complète cette liste des must-do. Et ça peut se faire en étoffant l'équipe si on a les moyens, ou en se faisant accompagner, ou en se forçant d'une certaine manière au début à monter en compétences pour qu'il n'y ait pas d'angle mort qui est critique pour l'entreprise. Voilà. Merci. Alors j'aimerais aussi avoir le retour de Vincent sur cette association, parce que dans votre cas, vous étiez arrivé, Energo existait déjà. L'autre Vincent, parce que c'est 2 Vincent Energo, cherchait un associé qui lui apporterait cette fibre business pour l'aider à développer la société. Vous êtes devenu le CEO. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que c'est très difficile justement de trouver son CEO. Oui, c'est le cas. Alors Vincent, donc, qui avait créé Energo en 2018, un profil plus ingénieur, vraiment en conception. Et je crois que je suis arrivé à un moment dans le bureau où la BPI lui disait ce serait bien de recruter quelqu'un justement d'un peu plus dit business. Moi, j'avais fait 15 ans de commerce dans l'industrie pétrolière et puis envie de porter un projet. Et effectivement, naturellement, le split, c'est assez bien fait. Alors, j'aime bien ce que tu disais sur faut qu'il y ait qu'un seul décideur sur chaque thème. Pour moi, c'est essentiel. Alors, ça s'est fait assez naturellement chez nous, avec un précaré un peu technique et un précaré plus. En gros, dès qu'il faut prendre son téléphone à l'extérieur, c'est plutôt moi qui m'en chargeais. Puis avec le temps, ça évolue puisque mon associé, il y prend goût aussi à défendre un peu le bébé qui devient de plus en plus joli. Et je crois que tout ça se fait naturellement. Et puis quand ça s'accroche un peu, ça peut arriver tout simplement d'en parler et puis de respecter le voisin, l'associé, quoi. Donc pas de difficulté, mais voilà, il faut avoir je pense une bonne communication facile et les choses s'arrangent assez vite.
Merci. Alors là, je vais me tourner vers David parce qu'en fait, s'associer, c'est, je pense, le problème numéro un de quasiment tous les projets en deep tech en France. BPI France a mis en place un outil, Tandem, justement, pour aider, pour résoudre ce problème. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et rentrer dans le détail, expliquer comment ça marche? Oui, effectivement, en fait, on s'est rendu compte en faisant le tour de l'écosystème au moment du lancement du plan Deep Tech que c'était un problème qui était central pour tout le monde. Et très vite, on s'est dit, en fait, pour améliorer le nombre de startups qui sont créées chaque année, il faut qu'on craque ce sujet. Et donc, on s'est réunis avec plein de membres de l'écosystème, dont évidemment PSL, pour se dire comment on allait y arriver. Et puis, on a construit tous ensemble un service qui s'appelle Tandem. Et en fait, Tandem, en fait, sa spécificité, le matchmaking, c'est quelque chose qui se passait généralement à l'échelle locale. Finalement, chacun faisait appel à son réseau au niveau d'un OTT. Et on s'est dit, finalement, on a besoin de créer d'un côté un vivier de chercheurs qui ont un projet de start-up à proposer, et de l'autre côté, un vivier d'entrepreneurs qui ont des compétences un peu plus business et qui ont envie de rejoindre un projet. Et donc, avec Tandem, en fait, on crée ce lieu de rencontre. On prend parfois la métaphore de la boîte de nuit. En fait, nous, on crée la boîte de nuit et puis on met les gens ensemble et puis on voit s'ils se rencontrent. On ne garantit pas qu'il va y avoir des fiançailles derrière. Ça, c'est le rôle de l'organisme qui l'accompagne, comme le fait très bien PSL. Et en fait, ça amène des résultats qui sont excellents. En fait, là, depuis le lancement, il y a un peu moins d'un an, on a déjà eu plus d'une centaine d'offres qui ont été publiées. On a créé un vivier d'à peu près 1500 entrepreneurs. Et il y a déjà une trentaine d'équipes qui se sont constituées. Donc en fait, on a répondu à un vrai besoin en s'appuyant sur l'écosystème et en construisant finalement des viviers de personnes qui ont envie de travailler ensemble. Et si on veut rejoindre l'écosystème Tandem, on fait comment? Alors vous allez sur la plateforme lesdeeptech.fr et vous pouvez, si vous voulez rejoindre une startup, vous verrez il y a plein d'offres qui sont disponibles et vous pouvez postuler. Et puis si vous êtes chercheur, que vous avez un projet et que vous cherchez un cofondateur, vous vous rapprochez de votre écosystème parce qu'il est forcément membre. On a 38 partenaires de l'écosystème, donc notamment si vous êtes chez PSL qui nous a aidé à construire le service. Donc, Super, merci beaucoup. Alors là, on l'a vu, le problème de l'antécréation, le lancement est réglé, on a l'équipe, tout va bien, on a les premiers fonds pour recruter. Se pose la question de comment est-ce qu'on va chercher les premières compétences qui sont clés justement pour la réussite de la startup, parce que ça va souvent être les futurs chefs d'équipe qui vont permettre de se développer. Et j'aimerais vous poser la question à vous deux, Johan, Vincent, comment est-ce que vous avez identifié premièrement les compétences qui vous étaient nécessaires pour lancer la société et faire en sorte d'atteindre vos premiers résultats. Puis une fois qu'on a listé les compétences, où est-ce qu'on va les chercher et comment? Johan? Dans notre cas, donc nos premiers recrutements se sont faits post-levée de fonds, parce que c'était la première fois qu'on avait les moyens d'aller recruter. Et ce qui a dicté surtout nos premiers recrutements, c'était l'objectif qu'on s'est mis à la levée. Dans notre cas, c'était un objectif très technique. Il fallait faire un prototype viable de notre technologie, démontrer qu'on pouvait faire ce qu'on voulait faire techniquement. Et au final, c'était surtout un travail pour mon associée Anna, qui est notre CTO, d'aller tracer les profils nécessaires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle a dû mettre en place une sorte de matrice où il y avait parfois des overlaps entre les compétences qu'on cherchait. On cherchait des sciences très dures, la science des matériaux, de l'électronique, de la biochimie, de l'électrochimie, donc des compétences vraiment très pointues. Et donc on a dû s'orienter aussi vers nos réseaux, puisque c'était beaucoup d'académiques. Effectivement, la grande partie de notre équipe, c'est des docteurs, des post-doctorants qui ont rejoint. Après, ce à quoi on s'attend progressivement, c'est que plus on va aller vers l'accès au marché, le clinique, le réglementaire, puisque c'est nos disciplines, il faudra progressivement recruter les expertises nécessaires. Et ça, si j'ai un conseil à donner, c'est se donner de la latitude, même dans le budget, pour pouvoir pivoter, parce que ce dont on se rend compte quand on a sa première équipe, que ce n'est pas juste une question de compétences, c'est aussi une question de valeur d'entreprise. Et quand on est pour la première fois entrepreneur, on n'a pas encore une vision très claire de ce que va être la valeur de l'entreprise, les valeurs clés qu'on va chercher chez nos employés. Et c'est au fur et à mesure des recrutements qu'on s'est rendu compte que cette personne, elle peut être superbe techniquement, mais qu'au final, elle ne matche pas du tout avec qui on veut être, comment on veut travailler ensemble. Et donc, il faut se donner cette marge d'erreur et d'inconnu dans le recrutement. Voilà.
Merci. Et pour vous, Vincent? Oui, je partage complètement ce que tu dis. Je pense que déjà le premier point, c'est que les compétences, déjà, on les cherche chez nous, parce qu'au début, on n'a pas les moyens et on est un peu comme une poule devant un couteau sur beaucoup de sujets. Et donc déjà, on s'auto-forme. Et puis après, alors nous, on a eu la chance de recruter uniquement dans le réseau de gens qu'on nous a présentés ou par les boulots qu'on avait avant. Donc ça simplifie la tâche. Et après, le point numéro 1, et je rebondis sur ce que tu disais, c'est d'avoir envie de travailler et puis de passer énormément de temps avec cette personne. Donc, en gros, à partir du moment où on a vu sur un CV les compétences, quelque part, on les verra un peu à l'épreuve des balles quand on va travailler. Et nous, les recrutements, on les fait au resto, tout simplement. On va dîner le soir et on voit si on a envie de se voir, est-ce qu'on a envie de papoter, est-ce qu'on a envie de passer du temps ensemble. Et je pense que c'est vraiment le critère numéro 1 dans des petites structures comme ça naissantes. Alors, j'aimerais vous poser une autre question au sujet de ces premiers profils. Moi, j'entends souvent dire que c'est en ce moment extrêmement difficile de recruter parce que c'est la guerre des talents. Pas seulement entre startups de l'écosystème français, mais qu'on se les pique de pays en pays. Et avec le télétravail, c'est encore pire. Comment est-ce que vous faites pour séduire les gens? Parce qu'ils peuvent aller en gros partout. Et puis, comment est-ce que vous réfléchissez à ce que vous mettez en place pour les retenir? Une fois qu'ils viennent, il ne s'agit pas de les former pour qu'ils aillent chez le concurrent ou ailleurs. Donc pour nous, effectivement, c'est un peu des perles rares au niveau technique qu'on a dû recruter. Et la première chose qui les a attirés, c'était le produit qu'on voulait développer, notre vision surtout de l'avenir. Dans notre cas, c'est le service qu'on veut rendre aux patients, au parcours de soins. Et donc là, il y a un alignement qui, soit il est là, soit il ne l'est pas, à partir de leurs intérêts. Une fois ils sont là, c'est la transparence qu'on a avec eux. Par exemple, nous, on a des enjeux très forts de levée de fonds, de risques très élevés, d'échec qui n'est pas dû à la technologie, mais à notre capacité à maintenir l'entreprise, sa pérennité. Donc ça, la transparence, les impliquer dans les réflexions, dans la croissance de l'entreprise, être à l'écoute. Et enfin, dans la limite de nos moyens, ce qu'on peut leur assurer au niveau bien-être. C'est pas parce qu'on est dans une start-up qu'on va constamment... il y a cette pression du temps, de l'argent, mais de protéger ses employés d'une certaine mesure, de cette pression qu'on va sentir, nous, en tant que fondateurs, d'assurer et de délivrer. Et ça, c'est très difficile, parce que d'un côté, on a ces craintes de comment je vais sécuriser demain, comment je vais assurer la pérennité de mon entreprise et de mes employés, mais de ne pas forcément la leur faire sentir et de leur assurer, dans la limite des moyens, ces petits plus qu'on va leur donner, les petits clins d'œil, un package bien-être, des choses toutes simples, des after-work, pour créer cette ambiance et cette envie de rester au moment difficile. Voilà. Et pour vous, Vincent, c'est quoi la recette magique? Je dirais que l'enjeu, il n'est pas forcément sur le recrutement, puisque finalement, on est sur des thématiques qui intéressent, et puis la start-up, c'est plutôt attirant. L'enjeu, il est plutôt de garder, de transformer un peu l'image d'Épinal, du baby-foot, et de montrer ce qu'est la vraie vie d'une petite TPE, quoi, finalement. Et nous, notre stratégie, c'est un peu de diversifier les rôles de chacun. On a une docteure en catalyse qui monte des dossiers de financement pour la BPI. On a notre responsable procédé qui fait de la communication. Et c'est d'offrir, on a la chance d'avoir tout à faire dans une petite boîte comme ça, et de l'offrir à chacun des collaborateurs suivant ce qu'il a envie de faire et de s'épanouir dans autre chose que sa spécialité. Et puis d'un point de vue un peu plus financier, l'idée c'est aussi, on ne peut pas payer des gros salaires dans nos structures, c'est d'aller intéresser aussi au capital de l'entreprise. On a monté des plans dits de BSPCE, donc c'est de l'accès au capital pour les salariés. Bon, c'est une carotte qui vient plus tard, mais ça rend aussi un petit peu à honneur du développement de la société. Alors Sonia, vous avez l'autre côté, parce que vous formez des gens qui ont envie de rejoindre les startups. Est-ce que ce que vous venez d'entendre, justement, fait écho à ce que vous disent vos étudiants vis-à-vis de leurs attentes, de ce qu'ils aimeraient trouver dans une startup? Je rejoins ce que Vincent vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'image d'Épinal parfois qui est associée à la start-up, ça c'est clair. Ils se disent que c'est plus fun d'aller bosser dans une start-up que dans un grand groupe. Après, parfois ils déchantent, et ils vont déchanter surtout lorsqu'ils vont se rendre compte que la start-up n'est pas nécessairement le terrain de jeu avec toute la liberté en termes d'implication sur les différentes facettes de l'activité de l'entreprise qu'ils avaient imaginées. Donc typiquement, pas mal d'étudiants remettent en cause leur choix lorsqu'ils se rendent compte qu'ils vont intégrer une fonction au sein d'une start-up qui est finalement très spécialisée, très silotée par rapport au reste de l'activité, des décisions de l'entreprise. Et à ce moment-là, ils vont se dire finalement, on récupère un petit peu ce qu'on ne voulait pas trouver dans un grand groupe
Et on le retrouve finalement dans une petite structure qui parfois ne compte qu'une vingtaine de personnes. Ce qui va les faire rester, en revanche, c'est bien sûr quand ils se rendent compte qu'ils peuvent toucher un petit peu à tout, qu'ils sont impliqués, qu'ils vont se retrouver en termes de valeurs, notamment sur les enjeux climatiques qui animent quand même beaucoup les jeunes générations aujourd'hui. Et puis quand ils vont pouvoir participer aux décisions à un niveau un petit peu plus stratégique, quoi. Sentir qu'ils font partie de l'équipe et qu'ils ne sont pas juste un rouage dans une grosse machine avec quelque chose d'hyper spécialisé. Et alors j'imagine que vous formez des étudiants qui rejoignent tout type de start-up, que ce soit pure digital, plateforme, etc. La spécificité des start-up deep tech, c'est le lien fort avec la recherche. Par rapport à ce que vous disiez en termes de préoccupations environnementales, etc., est-ce que vous pensez que ce lien qui reste tout au long de la croissance des entreprises et qui se renforce en fait, c'est un atout pour les start-up deep tech pour le recrutement justement? Le lien par rapport au fait de pouvoir continuer à être impliqué dans les décisions? Non, avec l'innovation, les nouvelles... Avec l'innovation. En fait, tout va dépendre du modèle de l'entreprise et de la valeur qu'il souhaite délivrer sur le marché. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui tout type de deep tech. On en a certaines qui sont très, très utiles pour produire justement de l'impact sociétal. Donc, dans ces cas-là, ils vont s'y retrouver. Après, on a aussi des jeunes générations qui sont très intéressées par la tech pure et à ce moment-là, qui vont s'épanouir dans cet environnement-là, y compris quand eux-mêmes ne sont pas issus de cursus plutôt tech. Parce qu'à Dauphine, on a quand même beaucoup d'étudiants qui sont pas ancrés dans des sciences dures. On a un pôle IA, notamment à Dauphine, qui fonctionne très très bien, mais ce n'est pas forcément la majorité de nos étudiants. Donc, ils vont se poser beaucoup de questions par rapport à la mission de l'entreprise et aux valeurs qui animent la boîte, très clairement. Et après, il y a un autre volet en termes de recrutement. Je voulais rebondir par rapport aux doctorants. On voit se développer aussi pas mal les tests CIFRE qui permettent pour le coup de capter une expertise scientifique intéressante pour une jeune pousse et qui permettent potentiellement d'associer dans la durée un chercheur et plus tard de le recruter. Donc ça peut être une alternative. Vincent, je vois que vous vouliez... Non, je voulais apporter un petit témoignage pour rebondir sur ce que tu disais, avec une difficulté qu'on peut avoir dans les startups deep tech à intégrer des profils de recherche pas forcément adaptés à des charges mentales de PME. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre, mais des profils très taiseux, très, très, très chercheurs, mais c'est très péjoratif ce que je dis et ça ne va pas, mais je pense que vous avez compris, et qui arrivent dans un milieu où ça bombarde un peu de partout, on change un petit peu les questions tous les jours, et nous, on a eu quelques échecs en management, justement, à intégrer des profils comme ça, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser, parce que ces gens-là sont extrêmement utiles, et donc ça mérite une adaptation du management en fonction de ces gens-là. Et je pense que ça, c'est très important de le souligner pour une conf deep tech comme aujourd'hui, quoi. Peut-être je peux rebondir là-dessus parce qu'on a aussi vécu cette expérience dans nos premiers recrutements sur un poste clé. Et au final, on a dû assumer aussi que certains profils, autant ils peuvent être d'excellents chercheurs, ne seront pas forcément adaptés à la dynamique d'une jeune start-up parce qu'il y a cette frustration de ne pas aller vraiment dans la profondeur de la recherche qu'on souhaite quand on est chercheur. Donc ça, quand on rejoint une entreprise, une start-up, il faut aussi avoir à l'esprit que la dimension de la recherche dans toute sa noblesse, on ne pourra pas forcément la couvrir parce que dans la start-up, il va y avoir des drivers, des milestones à atteindre, des objectifs qui sont très serrés dans le temps et qui vont obliger d'aller dans une certaine méthode agile qu'on ne va pas retrouver forcément en laboratoire où on a plus l'occasion d'explorer 3, 4, 5 méthodes de recherche avant de faire ses choix, par exemple. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on doit être aussi transparent quand on recrute, de clarifier ce point. Et je pourrais dire peut-être que la période d'essai, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est ce qui permet au fait des deux côtés d'évaluer si c'est un bon match, à la fois sur l'entreprise, sur le recrutement, mais aussi sur cette dynamique très rapide des startups. Alors, une question pour toi, David. Je sais que le hub de BPI France accompagne beaucoup les startups dans lesquelles que BPI France accompagne à trouver des profils. Est-ce que bientôt Tandem va étendre cette offre à l'ensemble des startups deep tech de France ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet des talents au sens large, il est central pour les startups. En fait, on est arrivé à un point où l'écosystème de startups s'est développé, l'écosystème du capital investissement atteint un certain niveau de maturité, et ce qui doit nous permettre de passer à l'étape d'au-dessus,
c'est d'avoir des talents entrepreneuriaux qui rejoignent les startups et qui créent des startups. Et donc chez BPI France, en effet, on accompagne à la fois des écosystèmes à monter en compétences sur le sujet RH et puis directement les startups sur qu'on a investi. Et donc, forcément, toutes les startups dans lesquelles BPI France va investir, et il y aura beaucoup de deep tech à l'avenir, elles seront accompagnées sur cette dimension RH. Nous, on est en train aussi de développer toute une gamme de services RH. Notamment, on a lancé récemment le service Tango, qui permet de recruter un advisory board. Donc, alors, c'est pas forcément des personnes qui vont rejoindre la start-up, mais c'est des personnes qui vont conseiller la start-up au quotidien. Et là, on peut s'entourer aussi de compétences ou de connaissances qui sont complémentaires. Et puis, on travaille beaucoup au sujet du transfert de compétences, parce qu'on se dit aussi que le transfert de compétences entre start-up et grands groupes, parce qu'on se dit que les talents aujourd'hui, ils se trouvent aussi dans les grands groupes, et notamment sur des fonctions qui sont liées à l'industrialisation, au réglementaire, des choses qu'on retrouve souvent dans les startups deep tech. Et donc, on est en train d'essayer de voir comment on peut essayer de faciliter ce transfert sur des prêts de main-d'œuvre et autres. Et puis, de manière plus générale, on sait qu'il va y avoir un moment RH et un moment talent qui va arriver dans les prochains mois chez BPI France. Merci David. Alors peut-être j'aimerais garder le mot de la fin pour nos deux entrepreneurs. Si vous deviez avoir un take-home message à partager avec notre public aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, pardon ? Donc que vous soyez en train de monter une entreprise ou la rejoindre, je pense qu'il faut que vous ayez à la fois le courage de tenter des choses que vous ne connaissez pas, de dire oui, je suis confiant que je peux au moins essayer, mais aussi l'humilité de reconnaître quand vous n'avez pas suffisamment de compétences pour couvrir tout ce qu'il faut pour réussir et d'aller chercher de l'aide. Et ça rejoint la thématique de la compétence. C'est les vôtres, c'est celle de vos collaborateurs et de toutes les personnes qui vont vous entourer. Merci Johan. Et Vincent ? Ouais, tout à fait d'accord. Hein. Se déclarer incompétent, c'est une grosse compétence. Et du coup, ouais, pour les futurs entrepreneurs qui sont là, l'aventure humaine, enfin un peu ce qu'on discute depuis tout à l'heure. Hein, l'entrepreneuriat, c'est d'abord gérer des gens. Et c'est quelque chose qui nous fait grandir et qui vraiment, on s'attire vers le haut. Et donc, je vous encourage à le faire. Merci beaucoup. Je sais que maintenant on a quelques minutes pour des questions. Si des personnes dans la salle ou dans l'audience souhaitent poser des questions, c'est le meilleur moment. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question pour les entrepreneurs sur les profils que vous avez besoin de recruter en dehors des Chief Scientific Officer et on va dire des profils très techniques sur vos domaines. C'est quoi qui vous manque en compétences aujourd'hui, sachant qu'ici on est dans une école d'ingénieurs et donc du coup, est-ce que c'est du développeur front-end, du back-end ou est-ce que c'est, comme le disent certains, le super couteau suisse pas trop cher ? Alors dans notre cas, pour la croissance prochaine d'Omini, du côté plutôt, donc on a besoin d'aide sur le réglementaire et l'industrialisation parce qu'on a un volet fort d'industrialisation, comment on va produire à large échelle. Donc il y a cette compétence-là, le volet clinique, comment on monte des études cliniques et on les réfléchit. Et sur la partie plus software, effectivement, on cherche un profil aujourd'hui qui chapeaute le volet software puisqu'on a une dimension de connectivité, donc de transfert de données. Et pour l'instant, nous-mêmes, on n'a pas la compétence pour savoir à quoi doit ressembler la solution. Donc on recherche aussi ce type de profil. Ouais, nous on a recruté nos couteaux japonais, très précis. Et maintenant, on est plus sur des profils couteaux suisses. On est sur une étape un peu plus d'accélération. Donc c'est un autre type de recrutement où on va aller chercher des commerciaux, des gens qui exécutent les contrats et qui doivent être couteaux suisses. C'est super important parce que ça reste quand même petit. Et le commercial ou la commerciale qu'on va embaucher, faut pas qu'elle puisse rechigner à faire des choses en dehors. Donc des profils couteaux suisses quand même, mais avec une appétence technique puisqu'il faut avoir la fibre quand même pour rejoindre des aventures comme ça. J'aimerais peut-être poser une question, parce que vous avez beaucoup parlé de vos équipes, vous avez peu parlé de vous. Est-ce que vous vous formez, est-ce que vous avez des plans de formation pour vous, justement, pour préparer cette croissance ? Parce que scaler, passer d'une 10, 20 personnes à une société de 100 personnes, c'est un autre monde. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vous ? Rien du tout pour l'instant. Non, déjà, on apprend tout. Je parlais de la poule et du couteau. Aller parler à un banquier, aller parler à un fonds, aller comprendre une fiche de paye quand les gens nous posent, c'est quoi la ligne là ? J'en sais rien. Donc déjà, c'est une formation à part entière d'être entrepreneur. Et après, effectivement, je pense qu'au lieu d'aller
d'aller se former vraiment en chef d'entreprise. Il y a le recrutement de gens qui savent faire autour de nous, et je crois plus en ça qu'en ayant le bagage de formation idéal de l'entrepreneur parfait. Au fait, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui sera attendu de nous et qu'est-ce qu'on va devoir couvrir. Mais là où il faut être très agile, c'est rebondir sur un besoin. Comme il décrit, parfois c'est de la RH, lire une ligne sur une fiche de paie, parfois c'est du légal. Et donc d'aller vraiment poser la question à la bonne personne. Après, nous, ce qu'on a fait, c'était plus être accompagné par des coachs sur les dimensions managériales, parce que d'un coup, on devient manager alors que moi, je sortais de thèse. Donc, il y a accepté ces dimensions-là. Et nous, on se projette un peu dans des formations de lean management par la suite, mais qui sont en lien aussi avec l'activité qu'on va devoir faire. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement le management général ou l'MBA général, surtout quand on fait de la deep tech. C'est en fonction vraiment du besoin de l'entreprise et de sa croissance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment on fait le choix des compétences qu'on internalise dans son entreprise et celles qu'on externalise? Faire appel à des prestataires pour réaliser un certain nombre de choses? C'est une super question, je trouve, parce que c'est vraiment pas évident. Moi, j'aurais tendance à dire, à répondre qu'en fait, on externalise tout ce qui n'est pas vraiment de près ou de loin dans le cœur de métier. Mais typiquement la com, est-ce que ça s'externalise ou pas? Nous on est très mauvais là-dedans, et on le confesse, hein. Mais typiquement, est-ce qu'on va recruter quelqu'un pour faire de la com? Je ne sais pas. C'est très compliqué. Je ne sais pas si tu as des choses à dire là-dessus, mais c'est fondamental, hein, cette question. Pour nous, il y a d'abord une évaluation de combien de temps doit être passé dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait une fois toutes les 3 semaines, donc on peut externaliser? 2, est-ce que ça a une valeur ajoutée qui va venir augmenter la valeur de l'entreprise et qui est critique ou pas? Par exemple, pour nous, le réglementaire, au début, on peut se faire accompagner. Après, ça va devenir un élément critique pour nous en suivant cette logique. Et 3, tout simplement le budget. Si on n'a pas le budget pour, vraiment, mine de rien, en tout cas à notre stade, ça impacte énormément les choix qu'on fait sur la priorité des recrutements et de ce qu'on va externaliser, et aussi, malheureusement, de ce qu'on va mettre en pause le temps d'avoir le budget pour. Merci beaucoup, merci pour cette table ronde et tous ces conseils et retours d'expérience que vous avez partagés. Et je pense que tout le monde, on doit couper ça. Très bien, on passe maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et le partage de vos histoires.